Las Vegas, bienvenue au CES 2014, vous êtes sur 01net et vous êtes en direct. Nous sommes en live vidéo pour une demi-heure et pour vous faire vivre donc ce Consumer Electronic Show avec, vous l'avez remarqué, ça démarre très fort. Beaucoup de robots ce soir sur le studio. Jérôme Colombin, bonjour. Et bien voilà. Salut François Sorel, bonjour à tous. Je pense que ça va être un peu n'importe quoi pendant la demi-heure qui va arriver. Regardez, il va y avoir une espèce de mini-drone qui va passer devant la caméra tout à l'heure. Voilà, c'est notre invité qu'on va retrouver dans un instant. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de télé, d'audio, de vidéo avec notre consultant spécialiste émérite, Pépé Garcia, qui nous rejoindra tout à l'heure. Enfin, s'il retrouve l'adresse du studio, parce que pour l'instant, il s'est perdu. On le cherche. Voilà, Pépé, si tu nous regardes, dépêche-toi. Dépêche-toi. On parlera également jeux vidéo, je crois, avec Eric Le Bourlou qui nous rejoindra. Oui, avec une machine qui s'appelle la Steambox et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Si vous aimez le jeu vidéo, restez avec nous. Voilà. Ah, c'est quoi? Steambox, on va en parler. Ouais. En fait, c'est une espèce de PC, mais alors Eric Le Bourlou sera tout à l'heure pour expliquer ça mieux que moi. C'est une espèce de PC qui est transformé en boîte, qui se transforme en console, qui se branche sur la télé, et c'est vraiment du jeu vidéo streamé. Qui est sur le web avec des jeux superbes et c'est très puissant, il paraît que c'est génial. Voilà. Et vous l'avez certainement reconnu, notre invité Henri Sédou, PDG, fondateur de Parrot, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre sur ce plateau. Et pas du tout geek, hein, Henri Sédou, c'est certain. Non, il est allergique à la tech. Pas du tout. Bon alors qu'est-ce qui se passe là? On est envahi par des objets. Et donc bizarres, vous êtes attaqué par des robots. Ouais. Des robots en plus qui sont destinés à vos enfants. Ouais. Et donc, attention, lui il va sauter, j'ai l'impression. Et qui vont, attention, et qui vont. Hop là. Voilà. Magnifique. Et donc ces robots sont les nouveaux produits Parrot qu'on a montré au CES. On est arrivé avec ces robots avec un peu de trac ici, en se demandant comment ça allait être perçu. Et on a eu un succès du salon fantastique. Un peu comme avec la Air Drone, il y a quoi? Il y a 2-3 ans, c'est ça? Ouais, un peu comme avec la Air Drone. Voilà. Avec la Air Drone. Donc alors deux robots, on en a déjà parlé sur la chaîne Techno 01net, il y a un reportage à découvrir déjà. Mais on rappelle un petit peu ce que c'est. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il roule et il saute? Alors celui-là, c'est un robot Wi-Fi, il a une caméra, il se balade dans les appartements et bien sûr c'est un robot sous Linux super technique et sa particularité c'est qu'il est super maniable et entre autres dès qu'il est dans une situation compliquée, par exemple devant les escaliers, il saute et il monte les escaliers. Oui, c'est-à-dire qu'en fait il gravit tous les obstacles, rien ne l'arrête. Et tout ça se pilote toujours avec smartphone, iOS tablette ou Android. Exactement. Ça s'appelle Jumpix Sumo, c'est ça? Le sumo sautant. Le sumo sautant, bah oui. Ça sort quand? Ça sort cette année, on n'annonce pas le prix. Ouais. Tout ça, bien sûr, c'est le timing de Las Vegas. On monte les produits ici, on lance l'industrialisation et tout ça, c'est pour que ça soit dans les bacs au milieu de l'année pour réussir la fin de l'année. Et puis il y en a un deuxième qui arrive là. Ouais, donc le second qui arrive, c'est le mini drone. Alors lui, c'est un donc drone. On dirait un énorme moustique en fait. Sur notre stand, tout est robotisé. Il vole d'une manière complètement autonome. Ouais. Celui-là, c'est le premier, je pense, c'est la première araignée d'une certaine manière qui vole au plafond, qui roule au plafond. Ouais, déjà qu'on en a pas mal nous dans notre tête. C'est un petit quadricoptère, mais vous lui avez rajouté ces grandes roues sur les côtés. Voilà, donc il peut rouler. Il peut rouler sur les murs, rouler sur les plafonds. C'est un truc complètement inédit. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées que vous avez chez Parrot? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous fumez des trucs bizarres ou pas? Mais nous, on fait des objets connectés depuis très longtemps. On a commencé en connectant la voiture au téléphone cellulaire. On a commencé ça il y a 15 ans. Et ça a été le premier succès des objets connectés, on peut dire. Et depuis maintenant 6-7 ans, l'entreprise s'est bien développée, donc on cherche des nouveaux usages des jouets connectés. On cherche des usages originaux et techniques, on ne cherche pas des trucs faciles à faire. Donc les jouets, voilà. Un gosse aujourd'hui, il voit le monde à travers le jeu vidéo. Oui, bien sûr. Et d'une certaine manière, c'est dommage, il n'y a pas que le jeu vidéo. Donc nous, on veut lui donner une expérience aussi moderne. Avec un vrai jouet, mais technologique. Exactement. En fait, c'est ça, hein. Voilà, on veut lui montrer le monde d'aujourd'hui, mais sous un autre aspect que le jeu vidéo. Alors avant d'aller plus loin, on vous rappelle que vous pouvez interagir. Là, dès maintenant, vous avez encore 10 minutes pour poser vos questions directement à Henri Sédou, qui est ici avec nous à Las Vegas, sur Twitter, #live01net. Voilà, on est connecté en temps réel et je réponds à Benoît qui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui, il y a quelqu'un. On a tout en temps réel. Posez vos questions live01net. Voilà, et puis je vous rappelle que nous sommes en direct. Il est à Paris, 19h05. Voilà. Henri, cette tendance du CES, comment vous le sentez? Il y a beaucoup de monde, on a l'impression. Alors voilà, déjà... peut-être plus que l'année dernière. Peut-être, mais comment peut-être? C'est-à-dire que voilà, la crise est loin.
Tu vois, il y a eu la crise en 2008, peut-être que ce monde de l'électronique grand public est sorti de la crise peut-être en 2010-2011, et maintenant la crise est loin. Ça repart. Ça repart. En tout cas aux États-Unis. Disons aux États-Unis et en Asie. D'accord. Donc ça, c'est une première constatation. La deuxième constatation, disons d'ordre général, c'est que le CES, c'est les startups à la conquête du monde. Il y a des startups partout. Il y a des startups, de nombreuses startups françaises, mais beaucoup cette année, 100, 200, enfin beaucoup de startups, mais il y a énormément de startups qui cohabitent avec des entreprises anciennes et des entreprises énormes. Et c'est ça qui fait l'intérêt du CES. Parce que le CES, il faut bien voir que c'est la partie visible du mouvement de fond qu'il y a en ce moment. C'est le software à la conquête du monde. Le software à la conquête de l'industrie. Toutes les industries, l'aéronautique, l'automobile, la chimie, l'architecture, toutes les industries sont impactées fortement par le logiciel et par des entreprises de logiciels et par des startups. Plus qu'avant, parce que ça a toujours été un peu le cas, non? Plus qu'avant. Maintenant, Silicon Valley a fabriqué tous les objets qui sont sur ta table. Maintenant, Silicon Valley s'attaque aux voitures. Silicon Valley, nous, on s'attaque aux jouets. Il y a des startups qui s'attaquent à l'alimentation. C'est-à-dire que le hard est maîtrisé, en quelque sorte, industrialisé, et l'innovation, l'invention, la créativité même est vraiment dans le software, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est la puissance du soft. C'est la puissance intrinsèque des algorithmes, des données dans le cloud. C'est ça la technologie d'aujourd'hui. Et cette technologie est d'en devenir. Elle n'est pas encore mûre comme d'autres. Donc jusqu'à où le soft, voilà, tout reste à faire. Jusqu'à où le soft va impacter les nouvelles industries, c'est ce qu'on voit ici au CES. Nous, et les Français les Français sont très actifs dans les startups. Et ça, disons, c'est une bonne chose. Mais il faut bien voir que les succès de développement de boîtes sont peu nombreux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bonnes initiatives, mais pas forcément des essais qui se transforment en réussite. Bon, déjà, faut tempérer le truc. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour la France est vrai pour l'Europe. Il y a très peu de start-up allemandes, il y a très peu de start-up anglaises, il y a très peu de start-up françaises qui sont devenues des grosses boîtes. En France, il y a deux exemples, il y a Dassault Systèmes et Gemalto. Il y a des exemples en Angleterre, il y a des exemples en Allemagne, mais ça se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains par pays. Alors qu'en Israël, à Taïwan, il y en a beaucoup plus. Donc il y a un déficit européen peut-être pas du nombre de start-up, mais de savoir, par les entrepreneurs européens, développer des boîtes de taille. Alors pour quelle raison? Est-ce que ça peut changer? Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, est au CES actuellement. Elle était ici à votre place à la même heure hier. Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée. Je l'ai rencontrée, effectivement. Vous avez parlé de ça avec elle? J'ai présenté Parrot. Ce que je vous dis là, si vous voulez, c'est des réflexions qui ne sont pas des réflexions politiques. Le constat qu'il faut faire pour la France, on peut le faire pour l'Angleterre, on peut le faire pour l'Allemagne, on peut le faire pour c'est-à-dire que vous n'attendez rien de spécial des pouvoirs publics à ce niveau-là? Bon, l'économie numérique se développe à partir des universités. Et la Silicon Valley, ça s'est développé autour de Stanford. Et en Europe, il y a un endroit où moi j'ai trouvé une université extraordinaire qui est l'École Polytechnique de Lausanne, l'EPFL. À l'EPFL, les professeurs, les étudiants sont encouragés à créer des startups. On leur apprend pas le business, on leur apprend comment monter un business, comment se développer, comment trouver de l'argent, comment terminer une idée, etc. etc. Donc, on n'a pas toutes ces briques d'enseignement en France, Henri, c'est ça? C'est ça le problème? Je ne sais pas. Là encore, je ne parle pas pour la France. En Europe, les startups ont du mal à devenir des entreprises de taille mondiale. Une entreprise de taille mondiale, ce n'est pas forcément Samsung. Il y a des tas d'entreprises de taille mondiale qui sont leaders dans leur domaine, des leaders mondiaux, et qui sont des entreprises de 500 personnes ou 2000 personnes. Mais la technologie conduit à des leaders quasi uniques. Take no prisoner. The winner take it all.
Il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Microsoft, il n'y a pas de Cisco, il n'y a pas de Parrot. Alors est-ce que ça veut dire que les entreprises comme la vôtre, moyennes ou plus petites même, qui aujourd'hui sont un petit peu sont mises en avant, sont mises en valeur, vraiment on le vend en poupe, est-ce que malgré tout ça veut dire qu'elles sont fragiles et que demain si un géant coréen, japonais, etc. décide de se lancer sur ce genre de créneau, Américain ou américain, ils vont vous balayer d'un revers de manche? Elles sont fragiles. L'exemple en Europe, l'exemple le plus significatif, c'est Nokia. Pour la première fois dans l'IT, il y a eu un leader mondial dans un des métiers les plus importants qui était le téléphone mobile, qui était européen, qui dominait de la tête et des épaules son métier. Nokia a loupé une marche. La marche du smartphone, c'est pas beaucoup, hein. Une marche ils ont loupé. Hein. Et la boîte a disparu. Il y a d'autres exemples comme ça. Bon, elle existe encore plus ou moins dans le giron de Microsoft. Enfin, on n'a plus de leader mondial en Europe, de leader technologique, comme il y avait Nokia il y a encore 7-8 ans. Bon, je vous avais eu le temps un petit peu d'arpenter les allées de ce salon. Henri, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont scotché ou alors bon? Alors, moi je trouve que c'est un salon où on voit beaucoup de choses. En ce qui me concerne, les robots arrivent. Donc moi je fais les robots, disons, similaires aux jeux vidéo, mais les robots arrivent. Toutes sortes de robots. Les objets connectés, c'est une tendance de fond. On attend maintenant, je pense que la première étape, connecter tout, est faite. On peut voir toutes les sortes de produits de santé connectés, les balances, les brosses à dents, des capteurs qu'on met dans ses chaussures, des capteurs pour le sport qu'on met dans ses vêtements, des montres GPS, des lunettes aussi. Des lunettes. Donc, tous les objets connectés pour soi, pour la santé, tous les objets connectés pour la maison, les détecteurs de fumée, les alarmes, il y a un délire de portes et de serrures connectées, il y a au moins 15 startups qui font ça. Ouais. Donc maintenant ça y est, le décor est planté. Maintenant, ce qu'on attend, et ça va très vite, hein, ça va durer 1, 2, 3 ans, vont émerger 1 ou 2 leaders mondiaux qui vont commencer à faire non pas des dizaines de millions de chiffres d'affaires, mais des centaines, voire des milliards. Et ça, c'est, disons, une boîte va émerger là-dedans. Et vous disiez, dites c'est le délire. Est-ce que c'est pas trop le délire? Est-ce qu'on tombe pas aussi un petit peu dans le n'importe quoi? Alors je parle pas des drones, mais en termes d'objets connectés. Tu peux... Non, je pensais pas à ça. Tu peux y aller, mais c'est vrai que bon. Tu m'intimideras pas comme ça. Hier, on parlait encore de la brosse à dents connectée. Ouais, est-ce que c'est pas un peu too much parfois? Cela dit, il va avoir après un élagage naturel, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont disparaître. Un écrémage. Voilà, mais c'est ça le truc des startups. C'est que de toute façon, tout ce qu'on fait au début, ça a l'air soit débile, soit interdit. Ouais. Et il faut bien l'accepter. Il est évident que quand Steve Jobs a montré les premiers ordinateurs personnels, il avait l'air soit débile, soit ignorant. On lui a dit mais personne n'a besoin de ça, on s'en fiche. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà. Aujourd'hui, toute l'informatique est faite avec des PC qui sont des objets personal computer, qui sont des objets grand public. Les centres de calcul de Google ou les centres de calcul de la NSA, c'est des PC. Donc, au contraire, plus les trucs ont l'air débiles, plus ils ont l'air inappropriés d'un point de vue industriel. Et puis ça permet peut-être aussi de créer d'autres... d'ouvrir un peu les horizons et d'inciter les gens à créer autre chose. Quand on monte une start-up, on ne sait pas exactement où ça va. C'est un acte de foi. Moi, je veux faire de la robotique et de la technologie pour les enfants comme une illustration du monde moderne. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et rien dit. Tu vois, maintenant, après, il faut le faire, il faut faire des trucs qui ont de l'usage. Très bien, Henri, c'était super. En tout cas. Franchement, entre le jumping sumo, on l'attend vraiment avec beaucoup d'impatience, et le petit mini drone. Vous les aurez pour Noël. Tout ça sort pour Noël. Vous les aurez pour Noël. Très bien. Super. On n'a pas encore une ordre de tarif. On n'a ni le prix, ni la date exacte de sortie. Il va faire un dernier saut, un saut final. Le triple saut, attention, final. Il va arriver vers toi là, je sens. On ne sait pas trop, il hésite là. Attention, 3, 2, 1. Waouh! Ouais. C'est vraiment super. Merci Henri. Allez, merci, bonne journée. Et continuez à nous créer des petits objets comme ça sympas. Merci beaucoup. On revient dans un instant. Faites attention à la caméra, Henri, on sort par ce côté-là. Et dans un instant, ce sera Éric Le Bourlou qui nous rejoindra.
Nous sommes depuis le CES 2014, ici, en plein cœur du Convention Center. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Toute l'actualité du CES est à vivre sur 01net TV, en vidéo avec énormément de reportages, sur 01net.com avec beaucoup d'articles. Vous pouvez suivre ce CES 2014 en temps réel. Ouais. Alors il faut dire que là, quand même, on va l'avouer, il y a visiblement un petit problème technique de transmission du live, mais il faut savoir que les conditions techniques, paradoxalement, ici ne sont pas optimales. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, on a du mal à il y a tellement de journalistes, il y a tellement de gens qui ont besoin de connexion Internet que pour avoir assez de bande passante pour faire passer un flux vidéo, c'est assez compliqué. Donc vous regardez peut-être ce live en rediffusion. Voilà, mais ça ne change pas grand-chose finalement. Merci en tout cas d'être là. Éric Le Bourlou nous a rejoint. Bonjour Éric. Bonjour Éric. De la rédaction de 01net.com. Éric qui n'a pas l'air trop fatigué après son deuxième jour de... Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais, il a des petits yeux. J'ai des petits yeux un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup dormi, beaucoup écrit, enfin bon. C'est vrai que c'est un marathon pour nous, parce que en fait ça s'arrête jamais. Voilà. Ça s'arrête jamais. Et en plus il y a le décalage horaire les amis, donc autant vous dire que c'est quand même chaud. Bon Éric, oui. De quoi on parle? Hier tu nous disais que tu voulais nous parler de la Steambox. Alors oui, alors ça c'est vrai que la Steambox c'est un des produits ordinateurs on va dire qui a fait un petit peu l'actu sur ce CES. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de Windows. Par contre, on a entendu beaucoup parler d'un autre OS qui s'appelle SteamOS, qui est celui de Valve. Valve qui est éditeur de jeux vidéo. Éditeur de jeux vidéo, éditeur de la plateforme Steam, qui a un grand succès auprès des joueurs PC. Et donc là, en fait, Valve et ses partenaires ont annoncé à peu près 12 Steambox. Wow. Alors 12 Steambox. Alors les partenaires, ils sont pas tous énormes. Ce sont beaucoup des distributeurs de PC. De gamers en fait, et il y en a un qui est plutôt gros, c'est une filiale de Dell qui s'appelle Alienware, qui fait des PC de gamers ultra puissants. Mais on a donc découvert 12 PC pour jouer, mais pas sous Windows, sous un autre OS qui s'appelle SteamOS, donc le leur. Alors, ça ressemble à quoi? C'est des consoles de jeu? Alors ça ressemble plutôt à des PC. Alors il y a plein de formats différents, il y a des gros boîtiers, il y a des petits boîtiers, et il n'y a pas un prix, il y en a plein. Alors ça commence, vous pouvez acheter une Steambox, il coûte... le prix d'une console de jeu à peu près 500 €, le prix d'une Xbox One, et vous pouvez aller jusqu'à 6 000 € si vous avez envie de vous payer un PC de luxe absolu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait la différence après, c'est que on va pouvoir augmenter la puissance de cette Steambox, et c'est ça qui va faire la différence de prix. Exactement. Et alors l'avantage de cette Steambox, c'est que vous allez pouvoir jouer à des jeux PC sur votre télévision, puisqu'elles ont tout pour jouer sur la télé, y compris une manette, une toute nouvelle manette de jeu qui est assez révolutionnaire, puisqu'elle utilise 2 pavés tactiles à la place des classiques sticks directionnels des consoles de jeu. C'est pas un peu déconcertant le pavé tactile pour le gamer? C'est un petit peu compliqué au début. En général, le vrai gamer n'aime pas le tactile, il préfère la bonne manette. Attends, il y a eu le passage de le clavier souris. Alors le clavier, justement, ça a été conçu pour remplacer le clavier souris, le clavier souris. Ça marche plutôt pas mal parce qu'on peut très vite, par exemple dans un FPS, changer de position assez vite. En fait, finalement, c'est assez efficace, mais il faut s'y habituer. C'est clair que c'est un petit changement, d'autant qu'il y a plein de boutons auxquels il faut aussi s'habituer. C'est un petit changement pour les gens qui sont habitués au clavier souris. Ça veut dire que c'est une menace pour les consoles de jeu, pour Xbox, PlayStation, etc. Pour l'instant, je dirais non, parce que ça reste un produit qui est en devenir. Pour l'instant, ça ne fait tourner que des jeux qui sont sous Linux, parce que c'est un Linux en fait, SteamOS, et qui sont compatibles Steam. Donc pour l'instant, il y en a à peu près 200, et il n'y a pas tous les jeux auxquels on est habitué. Ce qui est génial, c'est que d'un coup, il y a 200 jeux. Voilà. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, quand tu sors une console, tu es obligé de faire appel à tous les développeurs pour créer des jeux. Voilà. Là, en fait, il y a 200 jeux disponibles. Mais c'est quel genre de jeu? Alors, du casual? Il y a beaucoup de jeux casual, mais il y a aussi quelques jeux, de vrais jeux. Il y a beaucoup de jeux indépendants en fait. Des jeux indépendants qui font un carton d'ailleurs sur PC. Mais il y a aussi quelques jeux, on va dire AAA, comme on dit, des gros jeux vidéo. Et puis l'autre truc, c'est que cette Steambox, de toute façon, pourra streamer les jeux de votre PC vers votre télévision, parce que SteamOS aura une fonction de stream de jeux, comme on a vu. Il récupérera le jeu qu'il y a sur le PC. Voilà. Et l'affichera sur la télé via la Steambox. Exactement. C'est pas une usine à gaz, c'est un peu? Eh bien, au début, ça le sera. Alors, en fait, c'est un palliatif au fait que les jeux ne soient pas disponibles sous Linux. Après, Valve espère que les éditeurs développeront leurs jeux pour Linux. Voilà. Et ça sort quand? Alors, ça va sortir cette année, avec plus ou moins de rapidité. Ça va commencer là, dès les premiers mois de 2014. Et là, on est vraiment dans l'ère du dématérialisé. C'est-à-dire que là, on n'achètera pas de CD, on va tout télécharger. Exactement, c'est complètement il faut s'abonner à un compte Steam, que les joueurs de PC ont déjà peut-être, qui vous permet de télécharger des jeux. Il faut avoir un compte Steam obligatoirement, effectivement. Et là, on pourra effectivement... Oui, parce que cet écosystème existe déjà aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Tu as l'air très enthousiaste en tout cas. Ah oui, moi je trouve ça génial, puisque en fait, pour
beaucoup de joueurs PC qui avaient un peu abandonné le PC à cause du fait que jouer sur un PC c'est un peu contraignant. Là on va pouvoir rejouer à des jeux PC qui sont quand même en général bien plus jolis que les jeux consoles et bien plus performants sur une télévision HD. Voilà. Un dernier petit coup de cœur. Alors moi, alors oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées. Moi ma marotte c'est un petit peu les robots. J'ai fait un petit peu le tour de tous les robots du salon. Moi j'ai eu beaucoup de cœur pour de nombreux robots, mais en particulier un qui est en fait un robot de téléprésence que l'on contrôle depuis un iPad. Donc en fait ça coûte assez cher, hein. Ça coûte à peu près $2000. Ah oui, Mais alors l'avantage c'est que vous pouvez en fait, si vous avez par exemple une famille à l'étranger, vous mettez votre iPad sur le robot et en fait vous le contrôlez à distance et vous pouvez en fait être virtuellement présent où vous le désirez à distance comme ça. C'est assez génial. Voilà, ce n'est pas si cher que ça pour un robot de ce type qui a une autonomie à peu près 7-8 heures et qu'on peut recharger automatiquement. Et donc on peut être perpectivement à distance. Comme voilà, j'imagine que tu en parles sur 01net. Oui, on va en parler dès aujourd'hui. Et puis Steambox aussi il sera présent sur 01net. Voilà, on a fait effectivement, on a montré sur la 01net toutes les Steambox en ligne. Voilà. Merci beaucoup Eric. Merci. Rendez-vous donc sur 01net.com. Voilà, journaliste à 01net. Merci. On se retrouve pas là demain puisque ce sera Adrien Banco qui nous rejoindra. Adrien qui sera là. Donc bonne fin de salon Eric et merci d'être venu nous voir. Allez, bon courage. Merci. On revient dans un instant. Il est là, il arrive, tel la star de ce CES. Il est superbe. Vous allez voir, il a un teint à lait incroyable. Lui, c'est Pépé Garcia. Comment il fait d'ailleurs. Il sera à côté de nous dans un instant. Il fait son footing là. Oui, voilà, c'est ça pour s'échauffer. En fait. À tout de suite. Ladies and gentlemen, il est là, regardez-le. Tadam. Je vous l'ai dit, il est superbe. Tadam. Il s'est fait désirer un petit peu. Hein ouais, mais en même temps, même les écrans plats se courbent devant lui. Non, mais c'est Pépé Garcia. C'est fait désirer. Attendez, j'ai eu des indications. Il faut quand même que je dise aux gens des indications avec la North Broadcast Tower. Et figurez-vous qu'il y a la même au Hilton. Oh, c'est pas vrai. Il s'appelle comme ça la North Tower. Et dedans, il y a une unité broadcast. Donc, t'étais au Hilton. J'étais au Hilton et je me suis retrouvé carrément après en sortant à la Star Trek Experience. Je dis, c'est pas là, ils ont passé peut-être là quand même. C'est facile, on a des trucks, des camions. Ouais, j'ai vu, c'est génial. Mais attends, je suis ravi de vous retrouver, les garçons. Coucou à tout le monde et coucou les followers surtout. Bon, alors, Pépé Garcia que vous retrouvez toutes les semaines dans Power sur 01net TV. Alors, ce salon, ce CES, comment ça se passe? Alors moi, vous savez que je suis très décontracté, j'ai envie de dire, les constructeurs sont devenus fous. Non, mais ils sont devenus fous. Est-ce que vous êtes baladé dans les stands? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment pour le grand public? Il y en avait quand même, mais globalement, ils sont dans la démesure cette année. C'est-à-dire que les autres années, déjà, ils tapaient haut. Mais alors là, au niveau des télés et autres, c'est un concours de... Oui, voilà, on a compris. C'est un concours de ce qu'on dira pas c'est le concours. De gros bras. De gros bras. Mais j'avais jamais... Je pensais pas qu'il y avait une telle débauche quand même. Et puis un truc qui me fait vraiment marrer, là, c'est désolé pour les Coréens, ils se parlent, ils passent leur soirée ensemble, c'est pas possible. C'est incroyable. Ah non, mais les mecs me disent, on ne se parle pas. Parce que moi, je parle de gens d'LG et de Samsung, on ne se parle pas entre nous. Ils présentent les mêmes produits dans les mêmes diagonales, au même moment, avec les mêmes technologies. Arrêtez les gars, quoi. Je veux dire, vous passez vos soirées ensemble, vous défendez l'honneur du pays. Non, moi je crois pas. Je pense qu'ils s'espionnent très sérieusement. Ils s'espionnent. Oui, moi aussi, je pense qu'ils s'espionnent parce qu'il y a quand même une petite histoire. C'est que Samsung a présenté donc un écran OLED incurvé flexible. Faudra m'expliquer à quoi ça sert, hein, mais c'est parce que je suis méchant peut-être. Hein. Et hop. On allait te poser la question. À quoi ça sert. Mais j'ai la réponse. Alors j'ai la réponse. Vous me la reposerez tout à l'heure. Et dans la foulée, le produit est montré sur le CES. 10 minutes après, ils sortent des coulisses de LG, le modèle. Ah, l'autre ils l'ont fait, on va faire la même chose. Mais vous en avez combien comme ça dans les stocks? Parce qu'il faut le dire, quoi. C'est du délire. Mais alors pourquoi il y a les mêmes produits chez LG et Samsung, à ton avis? Parce que je pense qu'ils s'espionnent et malgré tout, c'est le même pays, c'est le même truc. Alors quand on leur pose la question, ils disent qu'il y a une telle concurrence entre eux. Il y en a qui est beaucoup plus gros que l'autre, il faut dire. En fait, ils ont les mêmes idées au même moment. Non, c'est pas ça. C'est pas les mêmes diagonales d'idées en plus. Ils s'espionnent et ils essaient de sortir les mêmes produits au même moment parce que justement il y a cette concurrence qui est incroyable. Mais c'est incroyable, mais il y en a quand même un qui est 10 fois plus gros que l'autre. Il faut savoir que Samsung est 10 fois plus gros, donc la concurrence, c'est pas qu'elle est disproportionnée, mais quelque part. Mais je trouve ça bien, mais il y a un truc fou, c'est que regardez ce qui se passe. Les Coréens font de l'incurvé. Vous en avez vu ailleurs? À part sur les Chinois, Sony n'en fait pas. Non, Sony n'en fait pas. Et il y a un truc qui est fou, c'est qu'en j'ai vu tellement d'écrans incurvés depuis un petit moment, on peut expliquer pourquoi il est flexible. Alors pourquoi est-il flexible? l'incurvé, pourquoi le flexible? Alors,
Alors l'explication que je pense, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est que c'est flexible parce que quand on n'est pas nombreux dans la pièce, on n'a pas besoin d'avoir le super angle de vision. Voilà, imaginons qu'il y ait beaucoup de monde et qu'on puisse justement avoir comme ça oh pardon, garde le micro. Beaucoup, pardon, excusez-moi les garçons. Beaucoup de monde, on peut le rendre un peu plus court pour que toute l'assistance se mette un peu en concave pour un écran incurvé qui est incourbé. Donc à 2 ou à 3, on l'utilise en mode incurvé, voilà. et au-delà, on peut ouvrir après. On peut ouvrir. Dès qu'on se regarde un bon pizza movie à 10, oh là là. Ouais. Là, on appuie sur le bouton. J'ai des sélections, mais j'ai des trucs. Ouais. Ah mais à découvrir sur Zeronet et dans de quoi je pense quand même que l'écran incurvé est un gimmick. Je suis pas sûr que tous les fabricants vont continuer là-dedans longtemps. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est un feeling c'est une mode, c'est un gimmick. C'est pour faire parler de la technologie. Il faut toujours trouver quand on lance une nouvelle technologie un gimmick. L'écran OLED peut-être ne suffit pas. Les gens l'ont dans la tête, mais ça pas trop ce que c'est. Maintenant, on dit un écran flexible. Ils vont dire ah bah ouais c'est ça l'écran OLED, mais attention, problème c'est que maintenant les écrans LCD sont également non pas flexibles mais incurvés, enfin courbes. C'est-à-dire qu'il y a un truc fou, c'est qu'on arrive à faire un écran avec un rétroéclairage et courber le rétroéclairage. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire technologiquement. C'est quand même un défi technologique. Voilà, enfin ça sert à quoi qu'on se dit l'écran en les grandes diagonales, il faut que ça dépasse 70 pouces, là, ça a un sens. 77 pouces ou 80 pouces parce que dans le champ de vision humain, on a un champ de vision qui est large cinéma, voilà, et qui est incurvé comme l'IMAX. L'IMAX est incurvé pourquoi ? Parce qu'on doit arriver à avoir la netteté sur les bords et si l'écran est trop, si c'est plat, les bords sont trop loin, c'est pas aussi net au milieu qu'au centre. C'est pas plus compliqué. Mais quelque part je suis un peu dubitatif sur les petites diagonales, les très grandes diagonales. Il va s'acheter un télé de 70 pouces ou 80 pouces, ça coûte voilà. une fortune. Mais vous savez que les velléités les velléités des fabricants, c'est vraiment de ripper complètement le LCD, enfin de LCD, le plasma qui est malheureusement en train de il va pas très bien, hein. il est fini, il n'y en a presque pas ici. C'est de ripper complètement sous les 3-4 ans que les gens n'achètent plus que des OLED et donc baisser les prix de tous les côtés. Je pense que les Coréens sont en plein dedans. Curieusement, je trouve que les Japonais sont très timides par rapport aux Coréens. Je ne sais pas si vos sentiments là-dessus, ils sont. Alors Pépé, il y a autre chose, il y a ces écrans en format 21/9. Ah. Donc là, on est c'est pas nouveau. C'est pas nouveau ça. On s'appelle de Philips. Voilà, c'est pas nouveau. Oui, mais pas dans cette taille-là. Voilà, pas dans cette taille-là. C'est la même chose, c'est un gimmick. Parce que là, c'est énorme, 105 pouces de diagonale. C'est-à-dire que vous avez vraiment une lucarne complète. Enfin, il y a des images qui traînent sur Internet et je pense qu'on avait fait également. Il y a des lucarnes qui. Alors l'idée, c'est d'avoir pas de barre sur cinémascope. C'est-à-dire le film en cinémascope, c'est du 2.33. Le 21/9, c'est du 2.32. C'est voilà, c'est 2.35. C'est vraiment le rapport du cinéma. Ah oui, à peu de choses près, c'est le rapport du cinéma. Donc plus aucune barre noire, plus rien. L'image est libérée. Par contre, il y a. Mais pour le coup, c'est pas incurvé, alors que là, ça aurait presque plus de raisons de l'être. Oui, je pense, ça aurait plus de raisons de l'être. L'année prochaine, les amis. Alors, sincèrement, François, vous avez raison. On parie quoi ? C'est sûr. Un steakhouse. Ouais, la bonne adresse pour la bonne adresse du Star Trek Experience. Mais il y a un truc qui est rigolo, c'est que sur ces 21/9e, on passe au 5K. Ah bah c'est normal. Ça ne veut pas dire que c'est plus beau, c'est purement mathématique. C'est mathématique puisque vous avez une plus grande largeur d'écran, donc on met plus de pixels. Donc on passe à 5100 quelque chose de pixels. Alors les gens disent ça y est, après le 4K c'est le 5K. Non. Mais non, pas du tout. Ça reste 4K, ça reste du 21. C'est du 4K allongé quoi. Ouais, ça vous dérange. Un petit 4K allongé le soir. Non, bref, moi j'ai trouvé qu'il y avait une démesure extraordinaire. Et bon, il y avait beaucoup de gammes. Vous vous rendez compte, des gammes de 9, 12 produits chez LG en Ultra HD, enfin ça n'arrête pas. Bon là ça y est, ils le lancent vraiment. Ça fait quand même 3 ans qu'on fait des émissions en disant ça va peut-être arriver. Bon là je pense que c'est bon. Là c'est bon. Pépé, j'ai pensé à toi et j'ai presque versé une larme. On se tutoie le gueux, mais c'est incroyable. Je vous vois en permanence pas le respect de mes pères. Uniquement à Las Vegas. Le Las Vegas, je sais pas, m'inspire. Et alors j'ai pensé à toi parce que j'ai vu un truc. Je me suis dit ça, il faut que Pépé le voit. Sur Sony, sur le stand de Sony, on parle de audio HD. J'ai vu votre émission ce matin, les garçons. Il y a tout un stand mais sur j'ai vu votre émission ce matin et vous n'avez rien compris. Non, je rigole. Le mec, il vient pour casser. Allez, merci Pépé. Non, c'est top, c'est ça ce que j'ai vu ce matin. Il y a un stand complet. D'abord avec le nouveau modèle que vous avez présenté ce matin sur la chaîne Techno. J'ai l'impression qu'ils t'ont écouté. Ils m'ont pas écouté. Je sais pas. Ils m'ont écouté quand j'ai critiqué le premier. Le premier modèle qui s'appelle le F886. Tu parles de quoi ? Du petit Walkman à 700 €. Le premier, je l'ai atomisé. C'est un truc à 330 € qui est sympa. Mais quand on écoute le son, on fait pas la différence entre le MP3 et le 24 bits. Donc fatalement, il y a la là, 700 €, on a intérêt à sentir la différence. C'est les audiophiles dessus. Il y a des convertisseurs. On rappelle ce que c'est pour tous ceux qui n'ont pas vu notre reportage, l'audio HD, rapidement. Alors l'audio HD, c'est. Tu l'expliqueras mieux que nous. Ouais, mais l'audio qu'on entend sur iTunes ou sur le CD, c'est du 16 bits. Donc c'est une quantification binaire, on va dire l'échantillonnage, le son découpe en petits morceaux. En 24 bits, c'est comme si on passait du Full HD à l'Ultra HD. C'est la même chose. On multiplie le nombre d'informations pour donner un ordre d'idée. Donc le son est plus riche et plus fidèle à la réalité. Voilà. Il faut savoir que quand par exemple on télécharge l'album Michael Jackson sur iTunes, il pèse 80 mégas.
si on le télécharge sur une plateforme ultra haute définition, Cobuzz ou autre en 24 bits, il fait 2 gigas. Ah oui, c'est pas la même chose. 2 gigas d'informations musicales. C'est-à-dire que c'est pas poète tralala, on n'a pas interpolé, on n'a pas fait des claquettes. C'est vraiment, et encore on est en dessous de ce qui est enregistré en studio. C'est-à-dire qu'on a encore effectué c'est en 32 bits en studio en général, ça va encore beaucoup plus loin, mais là le fichier devient énorme. Ouais, mais c'est sur le DSD, quoi. Je veux dire, donc le SACD. Mais après, donc il faut l'appareil, donc il faut le fichier, télécharger. Après, il faut l'appareil et il faut le casque parce que c'est ça le plus important. Donc ou les enceintes. En fait, il faut que toute la chaîne du son soit au top pour qu'on puisse sentir la différence. Et encore, on a tous plus ou moins des oreilles sensibles. Pour faire la différence. Certains ne vont pas sentir la différence et d'autres, oui. Ça ne concerne pas tout le monde. Non. C'est ce qu'on appelle un marché de niche, en fait. C'est un marché de niche, mais c'est important. En fin de compte, c'est qu'il vaut mieux donner envie d'avoir une beau fichier de qualité à des gens plutôt que de leur dire écoutez un truc qui va. Mais c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques années, c'était le son pourri. MP3, et que d'un coup on veut remonter la qualité du son. Le MP3 c'est trop 21e siècle quoi. 20e siècle pardon, c'est trop 20e siècle, c'est has-been maintenant. Je vais rigoler un peu mais c'est vrai. Le MP3, il y a quelque chose qui est quand même en train de ne pas perdurer de ce côté-là, c'est des fichiers faciles. On s'aperçoit que je pense que iTunes va grimper en qualité aussi, ils resteront pas avec un petit débit comme ça. Ils voient ce qui se passe ailleurs avec et puis ça permet peut-être aussi de valoriser la musique un peu plus, qu'il y en a besoin. C'est-à-dire que le problème après c'est que comment est-ce que les gens enregistrent actuellement la musique, notamment certains artistes éclaircistes, déjà en pensant au MP3, c'est-à-dire que le son est compressé dans les studios et tout. Il faut que les mecs aussi dans les studios apprennent à dire bon maintenant il y a le 24 bits qui arrive ou même le 16 bits de qualité. On va arrêter de faire une dynamique à 0,1 dB. On va arrêter de vous écouter l'album de Britney Spears ce dernier. Je sais pas ce qui s'est passé entre l'auto-tunes et le truc à l'encéphalogramme plat. Donc il faut aussi penser que tout doit se modifier. L'électroencéphalogramme plat, c'est pas très gentil pour Britney. Mais non, c'est pardon, je pensais que tu parlais de son cerveau. It is the music. Non. It is the music. Désolé. Elle est là d'ailleurs, elle est à Las Vegas. Britney, si tu nous vois, on t'adore. Mais ne chante pas. D'ailleurs, tu chantes pas d'ailleurs. C'est du playback, on doit te le signaler. C'est vrai qu'elle est en concert ici, mais qu'elle chante pas du tout. Ah, mais elle a jamais chanté. Mais moi, je l'aime beaucoup, mais elle a jamais chanté. Pas beaucoup. Elle chante par-dessus sa voix. Il y a une bande musicale avec sa voiture. Elle rechante par-dessus. Elle pousse des petits cris par-dessus, quoi. Non, elle chante par-dessus. J'allais faire l'analogie avec une chanteuse française, mais je pense pas que ce soit le bon moment. Non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et Britney, c'est parce qu'elle danse beaucoup. C'est-à-dire que le fait, c'est qu'on était soufflé. Et si c'est faire, non, c'est pas la peine. Autant qu'il y ait les spectacles, ce soit beau et qu'il y ait un petit playback derrière, que ça s'amuse. Bon, Pépé, voilà. Il y a d'autres trucs. Attendez. Qu'est-ce que vous faites demain? Qu'est-ce que tu fais demain? Je sais pas, je chante Carmen en russe sur les tables du Bellagio, je sais pas ce que vous voulez. Non mais t'as qu'à passer demain si tu veux. Ah bah ouais parce que c'est fini, je viens demain. Bah oui, là il faut qu'on s'arrête. Je savais pas. Mais moi je savais ce que j'ai encore à dire. Mais t'es sélectionné pour la deuxième semaine. Ouais, c'est génial. Enfin, pour le troisième jour précisément. Pour le troisième jour. Je vous ai bien saoulé, vous êtes content? Ah oui, c'était super. Je pense que là il n'y a plus personne qui nous regarde à cette heure-ci. Je suis désolé, toutes mes confuses. Je présente toutes mes confuses. Bon voilà, ce deuxième rendez-vous depuis le CES de Las Vegas est terminé. On sera là bien sûr demain, Jérôme. On sera là demain à la même heure. Et puis Pépé, donc de passage je pensais également. que ça durait 1 heure, moi aussi qu'on était en live, il n'y a pas de limitation et tout. Non, mais attends, tu sais quoi, je suis désolé. Demain, tu seras là avec nous aussi. Et on aura d'autres invités, d'autres surprises. Cool. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Live01net. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi sur le compte de 01net TV. Oui. Et puis, bien sûr, tous les reportages vidéo, les résultats de nos promenades au milieu des stands, là, c'est à découvrir sur 01net TV. Voilà. On remercie Florian Beaufreton. Qui est derrière la régie. On remercie aussi Jean-David Duhart et Bérangère Le Pesquer à Paris. Et tous nos followers. Ils vont fort là les followers. Bien sûr. À très vite, à demain. On sera là en live demain dès 19h heure française. Salut à tous.